Là maintenant, on est avec trois autres pionniers, mais qui sont un peu plus loin dans le développement, même beaucoup plus loin dans le développement de leur projet. Ils sont confrontés à un autre type et d'autres de problèmes. Alors évidemment, on va bien sûr parler de financement, mais il y aura aussi d'autres sujets. Mais avant, je vais vous demander à chacun d'entre vous de présenter très synthétiquement votre projet. Cyril Champenois, donc, qui est de gauche à droite. surtout donc cofondateur d'Elixir Aircraft. Alors, bonjour à tous, je suis très heureux d'être là avec tous nos camarades du secteur. C'est très appréciable de partager toutes ces aventures ensemble. Donc, Elixir Aircraft, une entreprise créée en 2015. On est 3 cofondateurs. Notre marché, c'est celui de l'aviation générale. Pour ceux qui connaissent un peu ces segments, on se focalise sur le monomoteur à piston et tous ses dérivés. Maintenant, ça a un peu de ses limites, mais, on le constate. Et donc, nos clients aujourd'hui, ce sont les gens qui font de la formation, donc en France des clubs, à l'étranger plutôt des écoles et des pilotes privés. Si on regarde un petit peu les problématiques de tous ces gens-là, on s'aperçoit qu'ils ont des problèmes de coût, de sécurité, de polyvalence. Et donc, on a pris le parti d'identifier un point commun à toutes ces choses-là, qui était la complexité, pour améliorer l'aviation. Et donc, on a récupéré une connaissance de la voile de compétition, qui est notre autre domaine d'origine. Quand vous avez vu sur la route du Rhum des bateaux avec des foils, notamment, on commence à parler de structure, et dans le cas d'un avion d'aérostructure en carbone one-shot. Et donc, cette simplification nous a permis de faire un avion qui est constitué pour son aérostructure de moins de 10 pièces. Et donc, qui dit moins de complexité, dit moins de défaillance. C'est un peu comme un puzzle. Moins de maintenance, donc moins de coûts, moins de poids, moins de consommation, et on peut faire plus de choses plus vite, etc. etc. Donc voilà, nous aujourd'hui, on a volé en 2017. On a fait tout cela avec très peu de salariés. On a été 5 pendant quasiment 5 ans, jusqu'à la certification, grosso modo. Et aujourd'hui, on est dans une phase d'accélération pour pouvoir livrer nos avions. Donc, on va dire qu'il y a 3 aventures, celui du développement, celui de la certif et maintenant celui de l'industrialisation. Et donc, l'entreprise grandit, on a besoin de personnes pour enrichir le bureau d'études, on a besoin de personnes pour enrichir la production, de personnes pour enrichir le marketing et les ventes. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. On a livré notre premier avion en février de cette année. On en a fait 5 depuis et il faut que ça accélère. Voilà, je crois que le plus dur est à venir en fait. Justement, oui, c'est ça qui sera intéressant de raconter, c'est ce qui vous attend maintenant, sachant que depuis 2015, vous n'avez pas chômé non plus. Alors, j'en viens à toi, Didier Esten, parce que pour l'instant, je reste... Non, c'est pas de gauche à droite, non, non, non. On essaye d'être originaux cet après-midi. Donc, tu portes aussi un projet avec Jean Botti, un projet d'un avion qui a déjà volé. Oui, en effet. Enfin, le projet, c'est plus l'avion du futur, mais on a développé un démonstrateur. Un démonstrateur, exactement. C'est pour ça que j'en reviens à tout ce qui s'est dit avant. On a développé un démonstrateur. Il vole depuis 2018 dans une première forme. Alors, en quoi il consiste ce démonstrateur ? Alors, je ne sais pas s'il y a une image, mais en fait, on est parti... Le démonstrateur ne ressemble pas vraiment à l'image. Ah non, effectivement. Tout à l'heure, il y avait une image du cas. Ah bon. En fait, on est parti d'un avion existant pour plusieurs raisons. D'abord, pour gagner du temps, parce que notre but était de faire un développement sur la propulsion hybride électrique. Et on n'avait pas besoin, enfin, c'était compliqué de poursuivre 2 chemins à la fois, c'est-à-dire de créer un avion et une motorisation. Donc, on a pris un avion existant, que beaucoup de connaissent ici, qui est un avion extrêmement solide, construit à 3000 exemplaires au moins, qui est un Cessna Skymaster 337. Voilà, qui donc, nous a permis bimoteur. Un bimoteur à l'origine. C'est amusant parce que maintenant, il en a 6 des moteurs, donc il a beaucoup grossi cet avion. Et donc, on a pu, grâce à une base extrêmement saine au niveau aérodynamique et mécanique de vol, développer notre système hybride. Donc, on vole depuis... Et la finalité, c'est
La finalité, c'est justement de connaître, de comprendre l'hybridation, de la faire fonctionner, de démontrer, on a parlé d'investisseurs tout à l'heure, on en parlera aussi encore. Bien sûr, oui. Démontrer que c'était plus que possible, que c'était la réalité du moment, d'apprendre à le faire pour l'avion du futur qu'on a dessiné, qui est présenté là. Donc Jérémy, toi, alors, tu as un avion qui a volé. Mais là, l'avion qui est présenté ici, c'est le grand projet, c'est l'avion qui va voler à quelle échéance? L'avion régional qu'on voit là, ERA, volera vers 2025. Donc on est. Alors qu'est-ce qu'il est particulier cet avion? Alors déjà, peut-être revenir 2 secondes sur pourquoi on a créé Aura, avant de parler des produits. La première chose, c'est qu'on est moins pionnier que Didier et Voltaero, on est arrivé après. On est moins avancé que Elixir parce qu'on n'a pas encore certifié. C'est pour ça que tu es retrouvé au milieu, tu vois. Ouais, c'est ça, entre deux anciens. Et on collabore d'ailleurs très bien tous les trois. Ça, je pense qu'en préambule, c'est quelque chose de très très important de noter parce que c'est assez inédit, je pense, dans l'aviation de ces dernières années. Premier point important. J'ai pas répondu à la question, mais juste, Aura, on est un constructeur d'avions toulousain et on a constitué la société pour travailler sur les enjeux de décarbonation de l'aérien, mais les travailler de façon industrielle. On n'est pas des innovateurs en tant que tels, on n'est pas des défricheurs de technologie. Nous, on se positionne sur l'étape juste d'après, qui est aussi celle d'Elixir, au passage, qui est d'arriver à industrialiser des technologies de rupture pour les transformer en un produit qui sert des usages, qui sert à déplacer des humains. C'est le cas de l'avion régional ERA qui est là, ou de notre biplace qui est un avion de formation à capacité voltige. Donc cet avion qui existe déjà sous forme d'avion avec un moteur classique thermique, mais qui a aussi un développement électrique à venir à court terme. Oui, ça peut sembler un peu étonnant d'avoir dans la même société à la fois un biplace et développer un avion régional. En fait, si on regarde la logique de la construction de la société, ça fait vraiment sens parce que faire directement le très gros avion et structurer la totalité de la société uniquement sur le gros avion est extrêmement risqué, premièrement. Et deuxièmement, il faut quand même démontrer. Donc la logique qu'on a voulu prendre, c'est d'abord de prendre un avion qui était à taille humaine et de constituer des briques qui servaient au step d'après et qui permettaient aussi de démontrer. Et donc le biplace thermique a volé en juin 2020. Il a été rappelé un événement assez difficile, on y reviendra peut-être après dans le développement de l'avion, mais il sera certifié et livré d'ici l'année prochaine. Et finalement, tout ceci est un continuum dans lequel on a des agréments de production, des agréments de design, une organisation d'essai en vol et toutes les compétences et les bâtiments nécessaires à pouvoir accélérer derrière. Et c'est la raison pour laquelle on a les avions de formation légers avec des horizons très courts. Et l'avion tout électrique et intégral volera l'année prochaine. On est en train de l'assembler. Et ça sert l'accélération également du plus gros. Donc le petit sert à démontrer et accélérer la robustesse du plan pour le gros. Et le gros est aussi un très bon prétexte pour avoir la force de frappe nécessaire pour le petit. Alors, tu me disais tout à l'heure que vous êtes aujourd'hui près de 200 salariés. Oui, on est à peu près 200 salariés. L'histoire qu'on a vécue... Donc vous êtes le deuxième plus gros constructeur aéronautique français ? Non. Disons qu'on a quand même des poids lourds sur le territoire. Il y a Airbus, il y a ATR, il y a Daher. Je n'ai pas vraiment compté en termes de nombre de personnes, mais ce qui est sûr, c'est que déjà, on ne va pas rester à 200, on continue à grossir, et que ce n'est pas une course à l'armement qui est uniquement dictée par la comparaison qu'on pourrait faire au petit four, mais la capacité à dérouler un plan. Donc effectivement, on n'a jamais vraiment connu tant de étant donné que vous n'avez encore livré aucun avion, comment vous les occupez, ces 200 personnes ? Alors, soyez assurés qu'ils sont bien occupés. D'abord parce que, en fait, c'est 200 personnes, mais sur à peu près 6500 m² de bâtiments industriels, sur 2 programmes et sur des enjeux de certification. On est en train de finir de certifier le premier intégral thermique, mais on est en train de travailler sur le permis to fly, sur l'autorisation de vol pour sa version tricycle et la version électrique. Et en même temps, on a fait débuter les échanges de certification avec les ASA et la FAA pour le 19 places. Et ces choses-là vont s'accélérer. Donc rien sur la certif, déjà, on est quasiment une petite dizaine. Chez Elixir, à La Rochelle, vous êtes combien là aujourd'hui ? On approche gentiment des 100 personnes. 20 personnes au BE et quasiment la totalité du reste en production. Et j'excuse
Déjà les fonctions support qui sont en minorité maintenant, les marketing, ventes, administratifs. Mais voilà, maintenant il faut produire, donc il faut des gens dans le hall d'assemblage. Et alors justement, donc produire, c'est le challenge pour une entreprise qui se développe. Vous êtes donc des trois représentants là, de sociétés nouvelles. La première société à avoir décroché sa certification. La certification, souvent, c'est présenté comme une finalité. Dans la réalité, c'est vraiment le début de l'aventure. C'est réellement le début. Alors à vrai dire, quand on reprend l'historique, on pense que le premier vol, c'est bon, c'est fini. Ensuite, il y a la certif qui arrive. Et ensuite, il y a les livraisons. Et donc, on s'aperçoit que même quand on a livré le premier avion, on est encore très loin d'avoir cerné l'ensemble de la problématique, tout simplement parce que les prévisionnels financiers nécessitent, notamment dans cette aviation générale, de faire du volume. C'est pas viable de ne pas envisager des tout petits volumes. Et donc, ça implique de structurer la société, et structurer cette société. Déjà, sur la production, c'est quelque chose de complexe. C'est pour ça qu'on recrute d'ailleurs des gens d'expérience pour le faire. On a un directeur industriel qui est arrivé pour cela. Et notamment sur une innovation que sont les aérostructures one-shot qui n'ont jamais été produites vraiment à... Alors, je ne vais pas dire grande échelle parce que ça reste encore l'aviation générale, mais plusieurs centaines d'unités par an. Tu peux juste nous préciser ce que c'est que le one-shot ? Oui, pardon, très bonne question. Donc, on a une stratégie assez simple que j'ai évoquée tout à l'heure sur la complexité chez Elixir Aircraft, qui consiste à dire que plus il y a de pièces dans un avion, plus finalement on a de problèmes, que ce soit en sécurité, en consommation, en maintenance. Vous imaginez bien la métaphore du puzzle. Et le one-shot, c'est cette technologie qui a été inventée dans la voile de compétition, qui consiste à dire si on casse tous des pièces dans le golfe de Gascogne sur un Vendée Globe et qu'il y a 50% de la flotte qui n'arrive pas à destination, c'est parce qu'il y a trop d'interfaces dans nos bateaux, parce que ça casse, ça fait des sauts de raideur entre certaines pièces. Donc supprimons les pièces, supprimons les collages, les interfaces vissées, rivetées. Et donc ils ont réalisé que le composite pouvait permettre des fabrications de pièces monoblocs, c'est-à-dire sans éléments rapportés, collés, vissés ou rivetés. Et ça a quelque chose de très vertueux parce que ça simplifie. Et donc, cette méthode de production, on se l'est appropriée. Il a fallu complètement dessiner l'avion à ses propos parce qu'un foil d'IMOCA, par exemple, c'est, j'exagère un peu, mais c'est 30 cm de carbone monolithique sur chaque extrado, intrado. C'est certainement pas ce qu'on va retrouver dans un avion. Et donc, il a fallu s'approprier le design et ensuite toute la production. Et donc, la production, ça devient clé parce que les IMOCA ou les Ultimes, ils sont faits à un proto tous les 4 ans. Et donc, quand il s'agit de faire plusieurs centaines d'unités par an, c'est pas connu. Et c'est quelque chose qui doit s'appréhender. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à 200% sur ce topic, notamment. Alors, tous les constructeurs aéronautiques en ce moment, et même les plus gros, sont confrontés à des problèmes d'approvisionnement, aux problèmes de leurs sous-traitants. Vous n'y échappez pas, vous non plus, je sais. Comment vous réglez ce problème parce que vous n'avez pas le poids d'Airbus pour imposer à vos sous-traitants de tenir leurs délais? Non, c'est sûr qu'on est tous trop petits aujourd'hui pour avoir une quelconque influence. Il n'y a pas de secret, il faut prendre son temps. L'aéronautique, c'est un monde de toute manière qui est le temps long. J'aime bien prendre des images telles que la turbine qui a mis 20 ans à se démocratiser. Le composite, entre un Vasmer dans les années 60 et un 350 à 50% composite, ça a mis 40 ans. Donc il faut être patient, et aujourd'hui cette patience, elle se matérialise par plus on se fait connaître, plus les gens nous respectent et plus on franchit des étapes. Je peux prendre l'exemple de Garmin par exemple, où Garmin, on s'approvisionnait au tout départ chez le revendeur du coin, et aujourd'hui on est considéré comme un fabricant d'avions, et donc d'un coup ça débloque des stocks dont on n'avait jamais entendu parler et qui sont évidemment parmi les produits en rupture en ce moment à cause des micro-composants. Et quand tu dis aujourd'hui, c'est tout récent ça, le fait d'être reconnu par Garmin? C'était grâce à notre venue à Oshkosh en effet cet été, où on a eu la chance de pouvoir faire du réseau et de rencontrer les gens. La chance, vous l'avez provoquée? Alors, on l'a provoqué depuis en effet 4 ans. L'histoire en fait elle est assez simple. Non, parce qu'il faudrait quand même pas donner des illusions à tout notre public là, de croire que ça arrive tout seul comme ça.
Non, en fait, en effet, c'est un travail de longue haleine. Le premier contact initial, si on remonte la chaîne, c'est il y a 4-5 ans. C'est le président de la GAMA qu'on avait rencontré à La GAMA, c'est... Donc la General Aviation Manufacturer Association, c'est la plus grosse association au monde qui regroupe les fabricants d'avions. Elle est américaine initialement et maintenant elle est en Europe. Et donc cette personne nous a dit allez voir cet avocat qui vous aidera le jour où vous voulez aller aux US. Évidemment, on vient tout juste d'y arriver, mais on l'a recontacté et il s'avère que le type connaît tout le monde et donc il nous a fait rencontrer le CEO Garmin Aviation et d'un coup, c'est plus facile. Mais voilà, c'est de la patience. Alors, Jérémy, tu as évidemment conscience de tous ces problèmes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand je dis les problèmes, c'est les problèmes d'industrialisation. Comment vous anticipez ce problème, puisque vous êtes déjà 200, 100 chez Elixir, 200 chez Aura. Là, vous anticipez en renforçant les équipes. Tu as déjà tes sous-traitants, tes fournisseurs? Oui, parce que sur des avions, même si on fait 2 biplaces entre Elixir et Aura, on est très peu concurrents. Mais ceci dit, on a quand même beaucoup d'éléments en commun. On a du Garmin aussi, on a une hélice MT propre, on a des roues Bérenger, les Français. Donc on a à peu près les mêmes problèmes. Et finalement, même si l'avion n'est pas encore certifié, on est en train de les produire en série aussi. On a à peu près une petite dizaine d'avions en production dans notre bâtiment à Toulouse. Donc ce problème-là, on est à peu près au même stade. Hein, donc de ce point de vue-là, c'est la même chose. Après, il y a quelque chose qui est important, hein, c'est que lié à la trajectoire qu'on veut mener, le plus dynamique est le secteur, le plus de fournisseurs stratégiques on peut s'attendre à trouver et à voir éclore dans les années à venir. Voilà, on entend souvent le discours des exemples, c'est que on sent que les enjeux en gros, on a une révolution industrielle devant nous. Ça, c'est le discours qu'on tient et on est fermement convaincu de ça. Donc, finalement, on a d'ici 2050, en gros, avec les enjeux de la Commission européenne, mais évidemment, on doit travailler avant. On doit changer à peu près toute la flotte d'avions mondiale. Et donc, lié à ça, ça veut dire qu'on doit avoir des gens qui construisent qui travaillent sur des briques technologiques et qui en font des avions et qui font le sourcing. Et un avion n'est pas un avion tant qu'il n'est pas complet à 100%. Donc, s'il manque un élément dans un coin, c'est compliqué. L'aérien et l'aviation en général a été perçu en France pendant très longtemps comme étant le domaine qui déclinait, qu'il allait mourir, que de toute façon, et je l'ai entendu même ici il y a quelques années encore, le salut venait de la Chine. On l'a entendu longtemps, ça. Donc la preuve que non. Hein. Deuxièmement, il y a une dynamique qui est tractée par une nouvelle opportunité qu'il faut saisir. Et donc, après, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il y a un besoin, il y a des gens qui se positionnent, il y a des gens sérieux qui continuent à vivre, d'autres moins sérieux qui meurent. Et puis finalement, la supply chain qu'il y a dessous, la solidité de la supply chain dépend aussi de la clarté qu'on a, nous, en tant qu'avionneurs ou en tant que fournisseurs d'objets complexes, complets. Quoi. Donc voilà, il y a un peu toujours le sujet de l'œuf et la poule. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet compliqué. Dans certains cas, il faut faire des stocks. On est en France, les stocks sont imposés, c'est compliqué, donc on ne peut pas trop en avoir non plus. Bref, on est dans le monde que moi je connaissais dans mon ancien métier et qu'on connaît en fait un peu tous. Voilà. Et le fait de collaborer est aussi une possibilité dans certains cas de pouvoir collectivement peser. Donc chez Volta Aero, donc vous avez annoncé au printemps, c'était cette année ou l'année dernière, non, je crois que c'était l'année dernière, que vous alliez construire votre usine du côté de Royan ou Rochefort. Rochefort, oui. Entre Royan et La Rochelle. Et puis là, récemment, vous avez annoncé que la cellule du premier avion serait fabriquée en Italie. Oui. Alors là, il faut m'expliquer. Parce que je vais apprendre l'italien. Ah. Non, en fait, on a signé un partenariat avec une entreprise italienne qui participe également au financement dans l'entreprise. Une entreprise qui travaille déjà dans l'aéro pour Airbus, ATR notamment, anciennement Partenavia, enfin Vulcanair maintenant. Donc ils ont vraiment des compétences pour fabriquer tout ce que sont les pièces en aluminium. Ils le font déjà. Donc, alors nous, on est un peu plus modeste, on n'est pas encore à ce niveau de personnel, on est 25 en France et on a 2 sous-traitants majeurs en plus. Donc un sous-traitant majeur qui s'occupe de la partie motorisation, qui est Akira dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine, et puis un autre sous-traitant majeur pour la structure, qui est donc Tesi en Italie.
Mais là, c'est parce que vous êtes dans la phase de développement du prototype. Oui, oui, absolument. Mais l'usine par elle-même, la construction, Alors, parce que si je comprends bien, et puis donc à travers l'exemple que Dora, il faut anticiper longtemps à l'avance la mise en place de l'outil de production pour être au rendez-vous, pour pouvoir tout de suite embrayer une fois que vous aurez la certification. Bah, tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé. Parce que oui, vas-y. vous tous autant que vous êtes, vous faites des promesses. La certification, à partir du moment où la certification arrive, en tant que client, on voudrait être servi tout de suite. En fait, il y en a ici dans la salle qui ont attendu un peu leur avion. Faut pas dire ça. Non, en fait, l'entreprise, elle est destinée donc à s'implanter à Rochefort. Le site est borné. Donc toute l'architecture est décidée et homologuée. Tout à l'heure, on parlait pour le dirigeable des délais administratifs. Ceux-là, ils ne sont pas vraiment compressibles. Et donc, c'est une première difficulté et une étape à franchir. La première pierre devrait être posée en 2023, mi-2023. Bon, maintenant, encore une fois, je préfère être prudent. Mais de toute façon, c'est dans l'objectif que nous avons. C'est une obligation. On n'a pas de place aujourd'hui à Royan. Tu es venu, tu sais où on est logé. Donc, c'est le moment des questions. Alors, je vais résumer la question pour tous nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos followers et autres. Donc, elle s'adresse à Jérémy Cossade d'Ora Aero. Est-ce que, Jérémy, tu as des accords avec des compagnies aériennes et avec la DGAC? C'est bien résumé ? Ouais, alors oui, très tôt on a dit qu'un avion de start-up avec des équipements de start-up, ça avait peu de chances d'aboutir, on confirme. Donc c'est pour ça que si je reste sur le cas du 19 places, on a, alors je pense que dans le terme compagnie c'était au sens large du terme, c'est pas, ouais. Donc oui, on a des partenariats, certains sont officiels, on travaille avec Vercor pour le sujet, pour les batteries, pour comprendre un petit peu comment on doit structurer une filière de batteries propulsives aéronautiques. On travaille avec Safran, beaucoup. Parce qu'on a la chance d'avoir des piliers mondiaux qui sont sur le territoire. Et très bonne nouvelle, certaines de ces grandes sociétés se sont mis en mode de fonctionnement où ils peuvent collaborer avec des startups, je resterai encore très réservé, avec des startups industrielles ou des sociétés un peu plus grosses comme la nôtre. Oui, c'est le cas. On arrive à travailler avec Safran, par exemple. Donc ça, c'est très important. Premier point. Qu'est-ce que tu veux dire, on arrive à travailler? Ça veut dire qu'avant, elle ne vous faisait pas confiance? Ces grands groupes, vous ne prenez pas au sérieux? Oui, il y a un peu de ça, et la notion de manque de compréhension mutuelle, elle venait en général de tort partagé. Hein. En gros, la grosse société qui est persuadée d'avoir la réponse à tout en permanence, et la petite start-up qui va disrupter tout et qui n'a pas toujours démontré qu'elle était capable d'être à la hauteur, avec un discours des fois très très agressif de « je suis le nouveau Dassault, je suis le nouveau Airbus ». Je pense qu'autant les trois autour de la table, on n'a jamais vraiment tenu ce discours-là, parce que c'est pas comme ça qu'on raisonne. Faut que tu nous le dises. Hein? Faut que tu nous le dises sinon. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, là aussi, la posture qu'on prend d'être industriel, il faut aussi démontrer avant d'aboyer. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui se construit. Le monde a changé. Il faut dire aussi qu'un certain nombre de politiques nationales en particulier, je peux citer le plan France 2030, dans lequel l'avion bas carbone fait partie des 10 priorités du gouvernement, qui est quand même un plan stratégique. Et sur ce milliard 2, il y a quand même 400 millions sur le milliard 2, donc 400 pour les ETI PME, 800 pour les grands groupes. Le signal qui est renvoyé derrière est massif. C'est-à-dire que oui, les grands groupes doivent travailler avec des petits, mais l'inverse est aussi vrai. Donc voilà, donc tout ça fait dire qu'on ne peut pas travailler tout seul et on doit collaborer. Et oui, sur le sujet des compagnies aériennes, si je prends le cas de notre 19 places, on travaille pas vraiment beaucoup avec des majors, pas pour l'instant, parce que c'est un avion de transport régional et donc nos clients sont des compagnies cargo, incluant les plus gros logisticiens mondiaux, également des compagnies régionales, donc on peut citer Air Tahiti, avec on discute Air New Zealand, c'est des compagnies régionales. Mais là, tu dis clients, vous en êtes à quel stade des pourparlers? Ils sont intéressés ou ils ont des lettres d'intention déjà? Alors à ce stade, on peut faire signer grosso modo que des lettres d'intention tant que la commercialisation de l'avion n'est pas faite à proprement parler. On peut pas vraiment faire des contrats fermes. Mais ce qu'on a fait le 22 septembre ici, enfin, en fait dans la pièce à côté, on a fait notre premier Airline Day, notre première journée cliente.
Donc, où on annonçait 130 avions supplémentaires en lettre d'intention, et il y avait des clients derrière, Elitavia, Dux, Zimex, enfin, voilà, des vraies compagnies aériennes avec des vraies personnes derrière. Et pourquoi on l'a annoncé, pourquoi on a fait cette journée-là? À la fois pour annoncer les d'intention, mais ça c'était à la fin, mais surtout pour présenter l'avancement technique de l'avion, prendre du retour, avoir leurs commentaires et s'y motiver, finir les LOI derrière, alors ce qui a été fait. Mais oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces avions-là se travaillent avec les opérateurs parce que le mode d'opération d'un avion, c'est un avion hybride en l'occurrence, n'est pas exactement le même qu'un avion de maintenant. Et pour que ça soit accepté, il faut le construire avec ceux qui seront les clients. Donc oui, définitivement, c'est une coalition et c'est une coalition à tous les niveaux. Maintenant et demain qui doit encore s'accélérer. Ouais. Des questions? Oui. Alors, je résume la question. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une start-up en aéronautique fonctionne? Là, il va nous falloir plus qu'une heure là, pour répondre. J'avoue. Compliqué. On s'y hasarde. Vas-y, mais je te fais confiance. Là. Moi, je dirais 3 choses. Il faut que tu aies un marché hyper bien défini, où tu sois sûr à peu près que tu puisses vendre et que tu répondes à un besoin. Il faut avoir en tête le timing, parce que si tu t'aperçois que tu es sur des cycles de développement longs, et ben en fait, ça se matérialise financièrement tout de suite très bien. Et ensuite, il faut avoir un produit qui réponde à ce besoin même. Et ensuite, vraiment, tout en découle. Si tu as le produit qui répond aux besoins, tu vas pouvoir trouver des clients. Si les clients ont son besoin, ils vont pouvoir le mettre en opération. Et c'est ça que tu vas pouvoir aller chercher en financement et démontrer que oui, tu as un business. S'il te manque l'un des 3, ça ne marche pas. Et souvent, en France, on a une petite tendance à oublier le marché. Il y a beaucoup d'ingénieurs, et on en a plein, qui ont oublié les clients. Jérémy, tu es d'accord? Oui, bien sûr. Beaucoup de courage d'abord. Ça, je pense que c'est important. L'évocation de tous les pionniers est toujours très impressionnante. Et la présentation de début de séance était intéressante dans ce sens-là. Ce qu'on oublie souvent, c'est quelle est la contrepartie, le prix à payer pour arriver à livrer quelque chose. Ce qu'on discutait avec Didier juste avant, là, en rigolant, c'est qu'en général, on est pionnier. En général, c'est quand on est mort qu'on est pionnier. C'est après qu'on dit qu'on l'est. Donc, il faut pas... Quand vous avez votre photo dans le bureau de Catherine Monory, c'est pas rassurant. Ouais, c'est pas forcément rassurant. Et c'est pas forcément de suite, et tant mieux. Non, mais je pense que ce qui est important, par contre, donc effectivement, les ingrédients que tu as cités sont absolument indispensables. Le courage, vraiment, c'est très très important. C'est beaucoup de sang et de larmes, vraiment. La cause doit être d'être absolument évidente, qu'il faut y travailler, mettre tout ce qu'on a à mettre dessus. Et après, la chose complémentaire, notamment sur des sujets d'innovation, décarbonation, on ne bâtit pas des avions sur des croyances. Donc, à un moment donné, et ça revient sur les enjeux de réalité, la réalité du marché, la réalité technologique, on peut se battre contre des concurrents, on peut se battre contre du scepticisme, on ne se bat pas contre la physique. Et voilà, et donc ça, il faut l'avoir en tête. Dans tous nos sujets, c'est au cœur. Et toi, Didier, toi, tu as un parcours un petit peu différent parce que avant de rejoindre Voltaero, tu avais déjà une grande expérience en aviation électrique. Donc, ton parcours était déjà... C'est à cause des cheveux blancs dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Non, mais en fait, je suis d'accord avec ce que viennent de dire mes amis, d'une part. D'autre part, quand vous posez la question par rapport aux investissements, il faut aussi se battre contre des idées préconçues. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec ce qu'ils pensent être l'aviation de demain, l'aviation électrique et hybride, et c'est carrément des aberrations, carrément. Et quand des gens viennent, il faut leur dire. Qui sont ces gens? Alors, je ne vais pas donner de non, pas de nom, mais certainement pas de nom. Portrait robot. Portrait de robot, c'est des gens qui ont des capacités de financement, mais qui derrière, en plus de ça, ont une sorte d'idéologie sur ce que va être le produit qu'ils veulent bien financer. Il est en rupture complète avec la réalité de ce que nous faisons, nous. Merci pour cette très bonne question. Une autre? Alors, une question sur les relations entre les startups et puis, sachant qu'Elixir, on ne peut plus le considérer comme une startup, mais comme un constructeur. Donc, la relation entre les jeunes entreprises et puis donc les grands constructeurs ou même les grands fournisseurs. Alors, Jérémy, tu as un peu répondu en expliquant déjà que tes relations, notamment avec Safran, avaient bien évolué quand même. Mais vous pouvez approfondir un peu vos réponses ?
Oui, je peux. On travaille avec à peu près tous les gros OEM français, qui sont pour la plupart des leaders OEM, mondiaux. c'est Alors on va dire des équipementiers, des constructeurs d'avions, on peut citer donc Airbus, ATR, Thales, Safran, voilà, ces animaux-là. Et oui, donc les relations sont différentes avec chacun. Sur la notion de produit, ça dépend avec qui on parle. Avec Airbus, on a beaucoup d'échanges, on travaille techniquement sur un certain nombre de sujets. Dans le cas d'ATR, il faut quand même mentionner qu'on a eu le premier détachement qu'on a eu chez Aura dans grand groupe, c'était deux salariés ATR et qui sont toujours chez nous. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux dire détachement? C'est-à-dire des salariés ATR qui travaillent chez Aura, payés par Aura, mais détachés. L'idée de faire des échanges où des salariés grands groupes viennent dans une société un peu plus petite, apprennent par les projets et apportent leur contribution et leur savoir-faire, et après reviennent chez le constructeur ou pas. Alors dans la question, il y avait aussi le côté concurrentiel. Est-ce que ATR ne voit pas Aura comme un futur concurrent? Je pense qu'il faut leur poser la question, mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas certain que le positionnement d'ATR soit de faire des avions 19 places. Encore une fois, si on fait cet avion-là, c'est parce que c'est le plus gros de la catégorie des petits, donc de ce qu'on appelle la CS23. Donc on le fait pour plein de raisons différentes, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on pourra en parler si vous voulez après. Est-ce que le 19 places peut avoir un intérêt pour Airbus et ATR demain? Moi j'en suis convaincu. Est-ce qu'il reste à démontrer? Ça c'est évident. Est-ce qu'on a besoin d'avoir l'adoubement des grands groupes pour le faire? Non. Est-ce que par contre on doit arriver à travailler ensemble pour arriver à pousser dans la même direction? Oui, parce que même si on travaille sur un hybride électrique, il est certain que dans les plans de décarbonation, on n'a pas 50 solutions, hein. On a grosso modo électricité et hydrogène. Voilà, ça, c'est les deux matières premières. Il y a l'histoire des carburants de synthèse, des SAF, qui est un sujet qui également rentre dans la discussion. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est les ingrédients de base. Et donc, charge à nous, avionneurs, en fonction de notre marché et de nos avions, de faire ce qu'on peut ensemble. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut donc dire qu'il y a quand même de l'hybridation qui se retrouvera sur des Airbus, de l'électrification sur nos avions. Voilà, et le sujet hydrogène, on verra plus tard, mais voilà. Donc en tout cas, on est dans la même arène, on a le même objectif, on n'a pas les mêmes avions, pas les mêmes moyens, pas les mêmes capacités de bouger, et pas les mêmes capacités de décider vite aussi. Voilà, donc du coup, je pense que la perception qu'ont les grands, ça c'est un retour que je peux vous faire, dépend quand même beaucoup du sérieux et de l'humilité qu'on peut avoir nous. Donc d'abord, il faut démontrer, ça c'est absolument sûr. Et voilà. Et puis après, essayer de créer le lien le plus possible. Mais en tout cas, le rapport est bon. Je pense qu'il va continuer à s'améliorer parce qu'on a le même objectif. Alors Didier, récemment, j'entendais Safran dire que c'était Voltaero qui avait été les premiers à faire voler leur moteur électrique. Donc ça doit vous donner une certaine position, de la confiance en vous, non? Vis-à-vis d'un géant, 25 salariés de votre côté, quelques milliards de chiffre d'affaires de l'autre. On n'en parle pas, mais en fait... Là, on est là pour ça. Oui, non, mais Jérémy l'a dit tout à l'heure clairement, et moi je voudrais le souligner, puisque tu parles de Safran, c'est quand même une des rares fois dans notre milieu, à nous, où un groupe comme Safran s'intéresse à nous, est capable de faire une génération de moteurs qui s'intéresse à notre aviation à nous et pas à un Boeing ou un Airbus et qui suit ce projet. Donc nous, on a deux cas, hein, c'est Safran et Thales qui nous ont fait confiance. L'avantage qu'on a eu assez tôt, c'est de pouvoir proposer un avion qui volait déjà. Donc c'est ce qui les a intéressés puisque leur moteur n'avait volé jusqu'à présent que sur des drones. Et nous, on leur a proposé de le faire voler sur notre avion. Il a fallu créer cette confiance. Elle est là maintenant. Et donc, on va continuer avec eux. Et la preuve qu'on n'est pas les seuls. Donc, Jérémy est bien placé pour le savoir. On a un constructeur international, mais français, qui fait des moteurs excellents au niveau électrique. Donc, c'est une chance inouïe quand même. Alors, une autre chance, c'est le plan relance 2030 dont tu avais parlé, Jérémy. Chez Elixir, vous êtes engagé dans un projet avec un gros industriel qui est derrière.
Est-ce que c'est un moyen aussi d'engager des relations avec des entreprises beaucoup plus grosses que vous, mais sur un pied d'égalité en quelque sorte? Alors oui, on a un plan de relance, et d'ailleurs Jean-Baptiste Djebari est venu inaugurer notre usine l'année dernière, et je crois qu'il sera présent après. Donc, Il a même essayé votre avion. et il a même essayé l'avion, il pourra nous redire ce qu'il en pense. En revanche, le plan de relance n'était pas collaboratif, on était seul, le but c'était d'ouvrir l'unité de production des composites. Par contre, on a 2 Corac en cours. Là, c'est moi qui confonds, effectivement. Oui. Donc, J'ai mal lu mes notes. pas de souci, mais d'où l'importance de bien s'entourer des institutions pour se faire accompagner, parce qu'il y a des moyens d'aide. Le premier Corac, et M. Gandil doit s'en souvenir, ça s'appelle le Corac Gibraltar, en effet, avec Airbus, Daher, Cobham, qui consiste à aller explorer les méthodes de conception sur les composites, notamment one-shot, et sur les nouvelles méthodes de certification pour ces matériaux. Donc il y a des grosses recherches en cours, parce que voilà, niveau côté EASA, on sent qu'on peut améliorer un peu les choses. Donc on prend le devant côté français pour essayer de pousser la bête. Et il s'avère que le moment où ils sont venus nous contacter, c'est le moment où nous on a cassé avec succès notre aile en test statique pour la certification. Donc ayant démontré d'un résultat crédible sur une pièce complexe et des problématiques complexes, bah, d'un coup c'est rassurant, parce que ça montre que d'autres constructeurs vont dans la même direction. Parce que si vous allez dans une direction orthogonale, vous avez peut-être raison, mais c'est pas très rassurant quand même. Et donc l'autre projet, une fois que vous avez lancé ça, c'est le projet Beauty Fuel, toujours des noms exotiques. Donc il y a un projet... Qui est-ce qui choisit les noms? T'en parleras derrière pour Gibraltar. Et voilà. C'est leur problème. Et pour Beauty Fuel, je me demande si c'est pas Air Liquide qui avait trouvé le nom. Et donc Beauty Fuel, c'est un programme où on fait intervenir des grands, en effet, mais avec des petits à la manœuvre, donc Elixir Aircraft Turbotech, pour mettre une turbine sur un Elixir, en sachant que on travaille, on parle de risque ici, mais on travaille déjà, nous, sur une horizon sur les 2-3 prochaines décennies, parce que notre domaine est conditionné à la filière d'approvisionnement de ressources énergétiques, un peu comme tout le monde, mine de rien. Et en fait, que ce soit le SAF, que ce soit l'électrique ou l'hydrogène, à un moment donné, si on n'a pas en amont une source qui est disponible, et bien en aval, on va avoir des problèmes. Et donc nous, on essaie d'anticiper au maximum, parce que comme tout est long, encore une fois, il faut être prêt. Et donc une turbine, ça a le bon goût de pouvoir être mise sur nos petits avions grâce à Turbotech, qui fait quelque chose d'extrêmement innovant, notamment au niveau des qui aurait sa place ici cet après-midi. Absolument. Hein. Ah oui, clairement, ils ont un produit qui est formidable. Et donc nous, ça nous intéresse, parce que on peut aujourd'hui décarboner en économisant quasiment 70% par rapport à la moyenne des monomoteurs pistons dans le monde avec un Elixir. Ensuite, si vous parlez de turbine, là, vous pouvez envisager de mettre beaucoup de choses à l'intérieur, parce que ça tourne à tout. Hein. Vous mettez du cognac, du pinot des Charentes, ça marche bien. Mais ça serait pas mal de mettre du SAF. Et le jour où la filière hydrogène sera structurée, où on pourra s'approvisionner, de l'hydrogène. Et donc ce programme de recherche, avec justement ces grands que sont Daher, Safran et Air Liquide, c'est de se préparer pour que le jour où ça arrive, on ne soit pas à la rue. Et alors donc le fait, parce que ça c'était vraiment ma question, tu n'y as pas tout à fait répondu, est-ce que le fait de travailler, de vous retrouver, et c'est vrai pour tous, dans un programme bien cadré, avec des gros industriels, est-ce que ça vous permet de gagner en crédibilité ? Je pense que c'est indéniable, oui. Auprès d'un investisseur, par exemple, ou même auprès d'un BPI, quand vous dites que vous avez des programmes de recherche avec eux, oui, ça crédibilise tout de suite. Ouais, c'est même indispensable. C'est des choses qu'il faut aller chercher en se disant, c'est la boîte du long terme, ça va vous servir à court terme, quoi qu'il arrive, parce que vous n'êtes pas tout seul. D'accord. Des questions ? Alors, il y en a une quand même de questions qui devrait être posée par tout le monde. On l'avait déjà posée un petit peu dans la première, la première table ronde. C'est la question des recrutements. Pour vous, c'est un casse-tête. Clairement. Allez, qui se lance ? Ouais, je veux bien. Vous répondrez tous les trois, hein, mais... Oui, alors un casse-tête, je pense que c'est moins un casse-tête pour des sociétés comme les nôtres que pour des grands groupes, pour le coup. Et en particulier vis-à-vis des jeunes.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de discours contradictoires qui ont été, et puis il y a eu le Covid, et puis il y a quand même eu beaucoup de choses qui font que pour les jeunes étudiants ou les jeunes diplômés, c'est quand même pas hyper facile d'arriver à savoir où il faut aller. Donc moi, je vais essayer de faire un discours le plus simple possible. On a toute la flotte mondiale à changer d'ici 2050. On a plus que jamais besoin d'ingénieurs, de compagnons, de pilotes, de fonctions support, enfin à peu près tout le monde qui fait une société parce qu'il faut tout le monde pour que ça marche. On a beaucoup expliqué, il y a eu beaucoup de conférences à l'ISAE notamment, mais dans d'autres, dans lesquelles on expliquait qu'on allait tous mourir. Donc effectivement, l'horizon, si on va dans la même trajectoire, il n'est pas très très fou, ni pour nous, ni pour vous, ni pour vos enfants et les miens. Le sujet qui est important à avoir en tête, c'est que des solutions, il y en a, mais qu'il va falloir maintenant les mettre en œuvre. Donc, plus que jamais, on doit être conscient des rapports du GIEC et de la problématique. Et quand même, en particulier dans les écoles d'ingénieurs, notre job, une fois qu'on a établi un problème, c'est de le résoudre. Donc, on a plus que jamais besoin de jeunes pour les résoudre. Le challenge qu'on a devant nous est colossal, monstrueux, magnifique. On peut utiliser tous les termes qu'on veut, mais en tout cas, il est là. Et du coup, moi, le message que je veux faire passer, c'est tous les sujets un peu pénibles, financement, positionnement, le temps que vous soyez, si vous êtes étudiant, que vous soyez sur le marché du travail, on l'aura résolu, en gros. Parce qu'il y a France 2030 qui est arrivé, il y a l'Alliance pour l'aviation net zéro côté européen, donc toutes les choses qui étaient inexistantes avant le sont. Et même si ça nous fait des journées remplies, on l'a choisi. Ce qui est sûr, c'est qu'on crée les conditions, nous, les petits copains, et ceux qui vont arriver derrière, que vous soyez des futurs salariés de nos sociétés ou des futurs entrepreneurs, je suis convaincu qu'on va y arriver. Voilà, donc du coup, le sujet est, vous en faites pas pour le sujet financement, on trouve les solutions. Travaillez bien à l'école, parce qu'une fois que vous serez diplômé, vous avez juste le droit de commencer à apprendre un métier. Comme nous. Mais par contre, l'aviation qu'on a inventée pour demain, elle est pas encore écrite, quoi. Donc c'est quand même assez passionnant. Alors, Cyril, comment on passe du statut de pionnier, de porteur d'un projet, hein, pendant longtemps vous êtes resté à 3 à porter ce projet, et à devenir aujourd'hui dirigeant d'une entreprise. Comment on intègre, comment vous avez fait ou comment vous réussissez à intégrer des gens, des jeunes, pas forcément des jeunes ingénieurs ou techniciens. Tu le disais tout à l'heure, vous avez recruté cet été 2 cadres de très haut niveau, donc des gens déjà qui ont une grosse expérience. Mais comment vous arrivez à tous travailler ensemble, et parce que les premières années où vous avez lancé Elixir Aircraft, vous comptiez pas vos heures, vous étiez à fond. Il y avait que ça qui comptait pour vous. Aujourd'hui, vous êtes dans une autre dynamique. Alors clairement, c'est un autre monde qu'on découvre, nous, parce qu'on n'a plus la bande passante et peut-être même plus autant d'énergie qu'à l'époque. C'est plus compliqué parce que prendre une décision à 100, c'est beaucoup plus dur que de prendre une décision à 5. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs étapes. Le premier, c'est structuration, c'est indispensable. On est en train de structurer l'entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des choses qui sont longues à mettre en place. Et donc, quand vous mettez des process, des responsabilités, vous identifiez des rôles, vous avez le sentiment de complexifier votre organisation, mais en même temps, vous donnez de la liberté dans ce que vous avez défini à vos salariés. Ce qui était un peu ce qui pouvait manquer, parce que le but c'était d'aller vite au début, et aujourd'hui quand on regarde, oui, on s'aperçoit qu'il y a besoin d'un cadre. Pour avoir un cadre et mettre des process en place, il faut s'appuyer sur des gens expérimentés, d'où les recrutements. Mais pour recruter ces gens-là, il faut des sous, donc il faut commencer à livrer pour montrer aux investisseurs qu'il se passe des choses. Donc en fait, il y a tout en même temps qui arrive. Et vous avez encore assez d'énergie pour faire face à tous ces défis ? Bon, on n'a pas le choix. Mais oui, pour l'instant, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Mais c'est vrai qu'on dort peut-être plus, mais on est plus stressé. Donc, je sais pas où est-ce que je préfère, en fait, en y réfléchissant. Et toi, chez Voltaïro, vous en êtes pas stressé non plus. Non, pas. Vous n'en êtes pas tout à fait au même stade, parce que vous n'êtes pas encore dans des recrutements pour la production. Eh bien, on y arrive. Vous y arrivez ? On y arrive, mais comme on a la particularité d'avoir décentré la production des matériels et qu'on sera assembleur, on ne sera pas
on réalisera pas les pièces détachées, on assemblera. Donc c'est plus tout à fait la même problématique. Elle existe quand même. Ce que je voudrais souligner, on a le même problème tous les trois. Hein. Mais ce que je voudrais souligner par rapport aux gens qui sont là aujourd'hui, c'est que effectivement, on a besoin de jeunes ingénieurs, de jeunes techniciens, et on a besoin en même temps, plus on est nombreux, d'encadrement. C'est-à-dire de personnes qui ont un petit peu d'expérience pour aider à l'insertion de ces gens-là. Et de toute façon, c'est pas très très facile de nos jours parce que bon, le domaine a repris depuis le Covid et les gens sont en poste et on peut assez difficilement déplacer des gens qui sont déjà en poste. Ça arrive, c'est arrivé à mes collègues, ça nous arrive aussi, mais c'est quand même un peu plus compliqué maintenant. Une question YouTube. Vas-y. En fait, il y a deux questions. Alors, la première, c'est comment gérez-vous les risques et intégrer la nécessaire résilience pour les objectifs de décarbonation de l'aviation? Bon, voilà, j'ai l'impression que ça... Ça dépend des risques. Et puis, il y a une question pour Didier Esten, mais qui est arrivé un peu tard, qui vient de avocat Bordeaux Reiter. Et alors, je pense que c'est quand vous parliez de partenaires, et il disait, cela reste en Europe, mais il n'y avait-il pas des partenaires industriels en France? Voilà. Ah, oui, si, c'est une bonne question. Alors, je vais être très clair. Merci. On a privilégié la recherche de partenaires en France, bien entendu, et même très localement, puisque nous sommes implantés en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on a fait en sorte de faire travailler tout le tissu local qu'on avait autour de nous. Et seulement, voilà, il y a la quadrature du cercle, faire travailler le tissu local et chercher en même temps du financement. Quand on trouve un partenaire européen capable de faire le travail et qui en plus rentre dans le financement, ça apporte déjà une réponse à la question. Vous avez eu le temps de réfléchir? Moi, je peux, sur la partie, je vais couper la première question en deux, mais sur la notion de risque. Bon, les enjeux de décarbonation, il faut avoir des métriques précises pour savoir où on va et comment on gère des analyses de cycle de vie, des performances de l'avion. Est-ce qu'on a plus d'impact CO2 à la fabrication de l'avion pour quelque chose de performant qui fait qu'après on regagne sur la vie opérationnelle parce que c'est plus léger, plus performant. Voilà, il y a un équilibre global à regarder et des analyses de cycle de vie qu'on est obligé de faire et on va devoir continuer à les faire. Ça, c'est un premier point. Et je peux peut-être rebondir sur un sujet qui nous a touché particulièrement cette année, c'est la notion de prise de risque. Les enjeux de décarbonation et la mise en vol de nouveaux avions impliquent un certain nombre de choses et qu'en tant que constructeur d'avions, on est obligé de prendre. Et ça implique aussi, et on peut en parler, que dans certains cas, nos avions et nos prototypes peuvent tomber. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et peut-être que ce que je peux dire sans plomber l'ambiance, c'est qu'on doit arriver, quand ça arrive, quand des choses comme ça aussi terribles arrivent, de perdre un avion et de perdre notre équipage et perdre des amis qui ont contribué à faire sortir cet avion, il y a deux choses qui sont importantes. C'est pas à ce moment-là qu'il faut partir en arrière et se cacher en disant mais tiens, mais pourquoi, mais c'est terrible ce qui nous arrive. Et comment on peut arriver à le capitaliser pour que l'équipe qui en ressorte grandie de quelque chose qui est absolument atroce qui arrive. Et ça, on n'est pas les premiers. Je veux dire, c'est l'histoire des gens qui ont fondé l'aéronautique qu'on a maintenant. C'est pas les premiers morts. Mais on doit les avoir en tête, on doit les honorer, on doit continuer, on doit être de plus en plus fort, de plus en plus bon. Et tout ça, une espèce de continuum. Et pourquoi je fais mention de ça dans la notion de risque? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a à faire, si on va être très simple en termes de factualisation de la mission? Les 50 dernières années, on a rendu le transport aérien abordable. C'est-à-dire qu'on a pu se déplacer pour pas très cher, on a pu aller découvrir le monde et c'est important, je pense que ça nous a rendu un petit peu moins idiots et l'avion a continué à servir les hommes. Finalement, on a deux solutions. Soit on se dit que c'est pas très grave, on repart 50 ans en arrière et on refait des avions bas carbone et net zéro et puis on verra plus tard, la génération d'après traitera le sujet de le rendre abordable, ce qui est absolument impossible. Soit on capitalise sur tout ce qu'il y a eu, tous les efforts, tous les réussites, tous les échecs, et ça fait partie de notre histoire. Je pense que l'Aéroclub de France est quand même un bel endroit pour parler de ça, pour se dire que voilà, ça c'est un point de départ, tout cet héritage-là doit être utilisé, et donc finalement, je pense qu'on a moins de risques à entreprendre et à faire des avions en France que dans le reste du monde, parce qu'on a l'histoire aéronautique la plus riche du monde. Donc voilà, donc il y a tous ces sujets-là, mais ce qui est sûr, c'est que je parlais de sang et de larmes là, dans le développement des avions. Cyril, tu l'as mentionné sur la partie Indus, mais en fait, évidemment que ça
s'arrête jamais. Mais ça se saurait si c'était facile, et c'est pas pour rien s'il y a aussi peu de constructeurs d'avions dans le monde. Donc voilà, et peut-être pour finir, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que la meilleure façon d'arriver à avoir un impact au niveau mondial sur la décarbonation des avions, c'est de les fabriquer, de les vendre partout dans le monde. Donc là aussi, l'enjeu de réindustrialisation, il est absolument colossal, et finalement, on est très très peu nombreux. Parce que là, on est 3, mais si vous aviez mis le nombre de sièges nécessaires pour tous les gens comme nous en France, peut-être que vous en aurez rajouté un. Et encore, ça se discute. Donc voilà, donc on n'est quand même pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux. Pierre Moschetti qui disait un avion qui ne se vendra pas ne décarbonera rien du tout. C'est clair. Au niveau des risques et de la résilience. Vas-y, donne des conseils. On a très très peu de conseils à donner, si ce n'est de se lancer. Ouais. C'est vraiment le seul truc à faire, et je pense que tous les projets, autant qu'ils soient ici, ont juste le mérite d'exister et de se lancer, de voir, et juste de vérifier une intuition. Nous, on n'a fait que vérifier une intuition. On essaye de raconter un truc, une histoire basée sur une intuition en justifiant avec des chiffres, des paramètres, mais ça part que d'une intuition à la base. Donc il faut juste se lancer. Ouais, tout à fait. Une autre chose, venez nous voir pour qu'on vous raconte toutes les bêtises qu'on a faites et qu'il ne faudrait pas que vous refaisiez. On n'en est pas mort, mais on peut toujours le partager. Oui, venez me voir aussi. Alors j'ai fait encore plus de bêtises que lui. Donc on a beaucoup de choses à raconter. En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas l'air malheureux dans leur boulot. Donc ça, c'est une bonne raison de suivre leur exemple et de se lancer aussi. Alors il y avait 2 questions. Alors attends, là-bas d'abord. Alors, la question s'adresse à Jérémy. Et comment, Jérémy, vous, au niveau d'Aura, vous gérez les 2 projets en parallèle? Est-ce que vous en privilégiez un par rapport à l'autre? Les 2 projets étant un avion biplace école et de l'autre côté, un avion de transport régional. On fournit les avions de formation qui permettent après aux pilotes de voler sur nos avions régionaux, donc il y a un continuum. Blague à part, je vais citer l'exemple d'Integral Electric. L'équipe qui développe Integral Electric, une version full électrique de notre biplace thermique, est la même équipe expérimentale, développement expérimental, qui fait Integral Electric et le 19 places. Dit autrement, il y a un continuum où il y a une hélice, un moteur électrique, un pack batterie et une protection 800 volts, une distribution, une capacité supercharge sur Integral Electric qui volera l'année prochaine, qui est un accélérateur de cohérence technique pour le 19 places. Donc l'idée, c'est ça. Nous, on l'a structuré comme ça, une entité expérimentale qui conceptualise des avions, qui après les transfère à notre direction industrielle. Et donc cette équipe-là est la même. Et d'ailleurs, dans le nouveau site industriel qu'on va pouvoir annoncer très prochainement, j'espère, l'idée c'est de faire travailler finalement les petits avions et les gros, la production et le bureau d'études, la direction et les fonctions d'opération, et l'expérimental et l'industriel. Voilà, donc l'idée c'est de structurellement considérer que c'est pas parce que c'est un avion plus petit que c'est plus facile. Et d'ailleurs, pour tordre le cou à ce sujet-là, c'est même carrément l'inverse. Je ne dis pas que le 19 places est facile, je dis juste que il faut écouter les chiffres qui ont été cités. Un Elixir à 3, nous on l'a fait pareil à 3 ou à 4. Les ratios pour faire un avion léger et la compétence globale à avoir par personne pour faire un avion complet est immense. Donc l'avion léger a un intérêt pour l'avion commercial, et puis moi très factuellement je pense que par rapport à Elixir, nous notre barycentre est plutôt sur une taille de société typé Pilatus. En tout cas c'est ça qu'on vise, donc on vise pas les mêmes objectifs. Ça veut pas dire que Elixir ne deviendra pas un prochain Pilatus en taille, ça veut juste dire qu'il y a différentes voies possibles pour arriver à un objectif donné. Pilatus, c'est quoi? C'est à peu près 1000 salariés? C'est plutôt 2500 salariés et à peu près 1,5 milliard à 2 milliards de chiffre d'affaires. Ouais. D'accord. Une grosse ETI. Ouais. Alors, dans ta question, tu disais que tu comparais Aura et Elixir en disant qu'Elixir avec un seul avion. Certes, ils n'ont qu'un seul avion, mais ils ont plein de projets. En fait, la structure que vient de résumer Jérémy est la même, parce qu'on est obligé de garder un bureau d'études, un BE, et on veut surtout pas faire comme les Américains qui ont une petite tendance à virer tout le monde une fois qu'ils ont industrialisé, et ils se retrouvent 20 ans plus tard un peu emmerdés
Textron qui rachète Pipistrel par exemple. Et donc la question que l'on se pose, nous, c'est comment faire en sorte de garder un BE. Et pour garder un BE, il faut des projets et il faut qu'ils se suivent plutôt de manière proche parce qu'il ne faut pas perdre la compétence et donc il faut les paralléliser au maximum. Et donc nous, l'Elixir se décline en plusieurs variantes entre la version monomoteur 100 chevaux, 140 chevaux turbo, le turboprop, de l'IFR, etc. Donc au contraire, on essaye de condenser au maximum pour que par exemple, l'équipe aérodynamique et s'envole, etc., qui fait les preliminary design, soit au rendez-vous lorsqu'il faut faire des essais en vol parce que c'est la même équipe. Et donc, quand l'un finit, il faut qu'il y ait un autre qui le remplace. Et donc, c'est toujours un enchaînement, un briquet, toujours un peu risqué parce que oui, ça fait une grosse charge salariale en permanence. Et donc ça, encore une fois, il faut le financer. Donc, mais fondamentalement, ouais, c'est la même chose. Et nous, si on pouvait être derrière, ça serait pas mal. Difficile d'être plus complet pour une réponse. Tout au fond là-bas. Alors je répète la question, donc ça concerne le cycle de vie d'un avion et notamment donc son recyclage. Est-ce que vous anticipez au stade de la conception le recyclage de l'avion ? C'est peut-être le carbone aujourd'hui le plus difficile, donc je peux me permettre. Même si je pense que pour le plus gros, vous allez avoir aussi un peu de carbone. Donc la question est pertinente et la réponse est difficile parce que ça se recycle très très mal. Séparer une fibre de carbone d'une résine époxy thermodurcissable, c'est pas une partie de plaisir. On a la chance d'avoir des appareils qui ont des cycles de vie longs. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de se dire de manière très très pragmatique, et ça, on en revient également à décarboner maintenant juste en diminuant les consommations, c'est ce qu'il y a de plus pertinent, pour se donner du temps et économiquement les moyens d'investir sur des problèmes complexes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait le choix, nous, de partir sur un monomoteur piston Rotax injection qui consomme vraiment 3 fois rien, et pas de se lancer d'un coup corps et âme parce qu'on ne se sentait pas les moyens de financer ça à notre échelle. Et donc sur le recyclage, aujourd'hui on lance des initiatives en effet pour étudier les cycles globaux, savoir sur le cycle entier, est-ce que vraiment il y a des postes. Alors en faisant des petits calculs rapidos, on s'aperçoit que la fabrication elle n'est pas si grande que ça, pas si impactante que ça par rapport à la conso, mais à un moment donné on va se faire rattraper et donc on a des initiatives européennes mais rien de très très concret pour l'instant, ça se dessine maintenant. Jérémy, le choix du bois étoile, c'est pas forcément pour le recyclage. Ça fait partie du jeu. C'était parce qu'après les choix qu'on fait sur un avion correspondent à l'équilibre de l'avion. On aurait fait un avion type Elixir, on aurait peut-être fait le même choix ou pas, je sais pas. Enfin, en tout état de cause, c'est sûr qu'on doit le prendre en compte. Et nous, en fait, on a un dilemme chez Aura qui est assez intéressant. On n'est pas mieux que les autres. On a aussi du carbone, même si l'avion n'est pas carbone one shot, on en a quand même. Et on a un atelier carbone. Mais on a aussi un atelier menuiserie, ce qui fait un peu notre singularité. Et on va essayer, on a du coup un avion qui est fait en bois carbone, donc on a du bois seul, on a du bois carbone lamellé collé, qui est vraiment un procédé un peu particulier qu'on maîtrise et qu'on aime beaucoup, et puis on a des pièces carbone dessus. Et un des éléments que je peux vous communiquer, le bois en tant que tel est relativement facilement recyclable. Il y a un petit bémol quand même qu'on est en train de finir de craquer, c'est qu'on utilise des cols bicomposants qui sont des cols à solvant, qui fait que le bois collé est quand même assez difficile, même si on le brûle, c'est pas top. Donc là, premier sujet, on est en train de finir de qualifier, parce qu'on a la compétence en interne de qualifier des cols sur base aqueuse, qui permet déjà d'avoir un ensemble collé bois qui est déjà meilleur, premier point. Et l'autre sujet qu'on peut donner en ouverture, c'est que vu qu'on a un atelier composite d'un côté et du bois de l'autre, dans lequel on fait la totalité de la qualification du bois et des contreplaqués en interne, eh bien, on peut commencer à regarder des sujets typés fibre de lin ou fibre biosourcée. Et en fait, on a des jeux qui, moi, me font beaucoup rigoler, qui est ce que je vais utiliser une fibre naturelle, comme ce qu'on fait avec le bois, comme du composite, et pour en faire quoi? Et comment on fait des avions bois carbone? On ne compare pas carbone et fibre de lin, mais plutôt contreplaqué ou bois, dans certains cas fibre de lin, donc on peut jouer un peu avec ça, fibre de lin ou d'autres, mais l'avantage de fibre de lin, c'est qu'elle pousse en France. Et voilà, donc du coup, il y a pour que, et je vais dans le sens de ce que disait Cyril aussi, pour qu'on soit capable d'arriver à être de plus en plus vertueux, parce que je pense qu'on est convaincus tous qu'on doit y aller, et on a envie d'y aller, on peut y aller plus vite que d'autres gros constructeurs, parce que nos tailles d'avions sont adaptées à ça. Il faut qu'on soit encore en vie, qu'on soit puissant. Donc qu'on soit bien financé, qu'on soit assez nombreux,
et qu'on ait la capacité aussi à travailler ensemble. Donc typiquement, si on parle d'une fibre de lin, on pourrait tout à fait imaginer faire quelque chose avec Elixir qui maîtrise carbone structurel mieux que nous, parce qu'il y en a beaucoup plus dans leurs avions. Si on peut avoir la même fibre tous, ça serait beaucoup plus simple. Voilà, Nous, donc on prend celle d'Airbus parce qu'ils l'apprennent. Hein. Voilà, donc je pense qu'il y a les champs d'ouverture sont assez grands. Et on a tout ce qu'il faut pour le faire, et c'est que le début de l'aventure. Mais ça fait partie du jeu, hein. On ne peut pas que décarboner le mode de propulsion, c'est sûr. Didier, le Cassio, lui, sera... Aluminium. On a été feignant, nous on a choisi un élément simple et connu, on se démarque un peu là-dessus, surtout pour les premières machines d'ailleurs, parce que c'était très compliqué de développer tout un outillage composite et de faire des avions composites sur une nouvelle formule comme ça. Là. Donc on sera recyclable parce qu'aluminium sur une grande partie de l'avion. Eh bien, merci bien à tous les trois. Et puis, on suivra nous aussi vos aventures. Et je pense qu'on vous verra tous les trois au Salon du Bourget. Tout à fait. On y sera, oui. Vous y serez, d'accord.